Bonjour, je suis Marc Duguin, le réalisateur d'Eugénie Grandet. C'est une histoire qui se passe déjà, il faut le dire, parce que le contexte historique est important, au début du 19e siècle. Et c'est la relation entre un père extrêmement dominateur et une fille qui est typiquement dans l'air du temps. C'est-à-dire que les jeunes filles au début du 19e siècle ne sont que des monnaies d'échange pour des intérêts qui les dépassent, c'est-à-dire on leur donne une dot pour qu'elles se marient, qu'elles fassent un bon voyage, un bon parti. Et donc on est dans une société, de mon point de vue, assez terrifiante, mais qui est intéressante parce qu'elle dit beaucoup sur énormément de choses, mais on y reviendra. Et, et cette Eugénie Grandet, donc, qui est complètement sous le joug de son père, qui passe ses journées à coudre et aller à la messe, rencontre le grand amour avec son cousin qui vient là dans des circonstances voilà, sur lesquelles je passe, mais qui sont en fait la mort de son oncle. Et cette histoire d'amour prend des proportions qui dépassent presque le véritable amour pour ce Charles, mais qui sont, parce que ça va bien au-delà. C'est-à-dire que non seulement elle tombe amoureuse de ce garçon, mais elle tombe amoureuse de l'amour. Et évidemment, là, elle se heurte à la radicalité de ce patriarche d'une société émergente qui a décidé que les choses ne devaient pas se passer comme elle l'envisageait. Et donc, on vit ça. Et évidemment, c'est une histoire que j'ai trouvée magnifique parce qu'elle est autant sur la condition de la femme au début du 19e siècle en Occident, parce que souvent on va voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Mais chez nous, c'est intéressant de voir, il n'y a pas si longtemps, où on en était, et de voir comment cet homme qui symbolise absolument tout ce qui nous a conduit là où nous sommes, c'est-à-dire patriarche, évidemment éminemment phallocrate, dominateur, entrepreneur d'une cupidité qui dépasse l'entendement, n'ayant de considération pour rien d'autre que pour l'argent, et qui n'a aucun souci de la destruction des rapports humains qu'engendre la prolifération de l'argent comme valeur qui dépasse, de son point de vue, toute autre valeur. Évidemment, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit affective. Et des gens comme ça, on en a encore plein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que des Grandet, le père Grandet, je ne vais pas citer de nom, mais on en a aujourd'hui dans les grands entrepreneurs qui forment le corpus de notre économie. Cette mentalité ne nous a pas quittés. Et c'est intéressant parce qu'on est quand même maintenant quasiment, je ne suis pas très fort en calcul, mais 200, oui, on est en gros 200 ans après, exactement 200 ans après, en fait. On est dans les années, oui, c'est ça, les années 20, 1820, et aujourd'hui, dans les années 2020. 200 ans après, la mentalité est exactement la même. Et c'est très intéressant parce que, du coup, comment rapprocher cet archaïsme apparent avec l'apparente modernité. Et ça, je trouvais que c'était un pari. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée du film. C'est-à-dire, est-ce que c'est très, très dangereux quand vous êtes un petit écrivain comme moi, que vous attaquez un monstre comme Balzac, il y a quand même il y a quand même un vrai souci. C'est-à-dire que vous êtes quand même le gars qui va dire, moi, je prends Balzac, je fais un scénario, ça va être le mien. Le pauvre Balzac, de toute façon, ne pourra rien dire dans l'état dans lequel il est. Et en avant. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut rester respectueux d'une œuvre, essayer en tout cas, être convaincu qu'on a bien saisi l'intimité de cette œuvre pour ne pas la dévoyer, et en même temps, parce que le temps a passé, parce qu'il y a beaucoup de désuétude à la fois dans le langage, dans les attitudes, redonner à tout ça une modernité
qui forcément a disparu avec le temps, et c'est tout à fait normal. Mais ça n'est pas du tout une critique de Balzac. Ben ça, c'est difficile pour moi d'en juger. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, qu'on ne voit peut-être pas immédiatement à la lecture de Eugénie Grandet de Balzac, c'est le côté incestuel, sans traduction physique. Mais cet enfant lui appartient. Et dans l'inceste, c'est bien ça, ce qui se passe. C'est-à-dire c'est qu'un père considère que sa fille ou son fils lui appartient. Et donc, il n'y a aucune limite puisqu'il est à lui. Et là, chez Grandet, on a ça. On a le côté Eugénie Grandet, Eugénie m'appartient, elle est à moi. Et donc, alors ça ne va pas jusqu'à l'inceste physique, mais il y a quand même une domination qui est, de mon point de vue, monstrueuse. Et c'est ça qui est intéressant. Alors ensuite, il se trouve que, paradoxalement, à la fois son avarice et cette espèce de folie possessoire qu'il a font que, d'une certaine façon, il va lui rendre sa liberté. Et ça, je trouvais ça très intéressant, parce que finalement, on l'a un peu dans le Génie Grandet, mais on ne l'a pas à ce point-là. Et c'est peut-être là où j'ai vraiment fait des modifications par rapport au texte original. C'est sur la fin du film, qui s'éloigne un peu de Génie Grandet, parce que je trouvais très intéressant l'idée que finalement le résultat était contraire à ce que Grandet, d'une certaine façon, avait voulu, mais en même temps, on ne sait pas, parce qu'il était tellement... on ne sait pas si c'est l'avarice qui l'empêche de doter sa fille, ou le fait qu'il ne veut pas qu'un autre en soit propriétaire, parce qu'on est quand même dans des actions propriétaires là. Et finalement, que ce soit l'avarice ou que ce soit ce côté possessif absolu, en mourant, il la libère. Et il va lui donner il va lui donner une liberté qui est, pour le coup, très moderne. Donc, dans ce sens-là, il y a trahison par rapport au livre. Mais je ne considère pas que ce soit une trahison très dommageable à l'œuvre de Balzac. C'est simplement... Je pense que les textes, quand on prend des textes anciens comme ça, qu'on veut faire des films d'époque, que ce soit dans le langage, que ce soit dans les situations, et je l'avais déjà fait dans le précédent film tiré du livre de Chantal Thomas, L'échange des princesses. Il y a un travail d'adaptation d'une époque à l'autre. C'est-à-dire que si vous prenez le langage exactement comme il était au XIXe siècle, les enfants d'aujourd'hui vont dire mais c'est des pédants. Mais pourquoi ils parlent comme ça? Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est que la langue a évolué. Elle s'est appauvrie malheureusement, mais elle a évolué. Et donc, vous ne pouvez pas restituer la langue telle qu'elle était, parce que si vous le faites, vous pouvez le faire dans une pièce de théâtre, mais si vous le faites dans un film comme ça, d'un seul coup, vous allez créer un sentiment assez désagréable pour le spectateur qui va se dire mais c'est quoi ça, c'est quoi cette performance de mots, etc. Donc, il y a un travail d'adaptation. Vous parliez d'adaptation tout à l'heure, et adapter, c'est trahir, mais c'est surtout faire en sorte, avec le plus de délicatesse possible, de ramener un texte et de ramener des intentions à quelque chose qui ne soit pas dans la démagogie. Parce que la démagogie, ce serait de faire, enfin pour moi, hein, ce serait de faire Génie Grandet totalement, ou alors, enfin ce serait un autre travail, mais de rendre Génie Grandet totalement moderne, ou totalement, là c'est autre chose. Mais la démagogie, c'est de faire parler, dans un film d'époque, les gens comme ils parlent aujourd'hui. Et à l'autre extrême, si on les fait parler comme ils parlaient à l'époque, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver un équilibre. Et ça, c'est un travail vraiment de scénariste. Bon, je l'ai fait tout seul cette fois-ci, mais ça a été la plus grosse partie du travail. Le fait de s'installer dans une époque et de ramener les choses presque insidieusement à la modernité, je trouve que ça a un effet très fort. Par ailleurs, la deuxième motivation pour moi est, je dirais, presque une motivation spirituelle. C'est-à-dire ce que je trouve formidable dans ce que en fait, c'est toujours pareil, on a ses références et moi j'ai les miennes. Barry Lyndon, ça reste quand même quelque chose c'est peut-être un film que j'ai vu 25 fois, donc au bas mot. Et je trouve qu'il y a dans la reconstitution du passé
une magie que la littérature est capable de faire, mais que le cinéma peut faire avec. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'a plus les mêmes moyens que Stanley Kubrick à son époque, quand il tourne Barry Lyndon, je crois il a tourné pendant 1 an. Si je vois mes amis partenaires et je leur dis voilà, je vais tourner pendant 1 an, je pense que on va me rire au nez. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contraintes, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est pour ça que je crois qu'il faut quand même se battre pour continuer à faire des films d'époque parce qu'il y a quelque chose du lien qui m'a toujours fasciné et qui vient de mon enfance. Quand j'ai commencé à lire, j'ai lu Alexandre Dumas, c'était mes premiers livres, et qui est ce voyage dans le temps, non pas dans l'avenir, j'aime beaucoup l'anticipation aussi d'ailleurs, mais ce voyage dans le temps et de dire comment ils étaient, comment ils pensaient, c'était quoi la précarité, comment on mourait, comment on mangeait, comment on vivait. Et cette préoccupation-là, elle m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que tant que je pourrais, je ferai le plus possible des films d'époque, même si le prochain sera un film ultra moderne, je pense, je suis en train d'écrire là. Mais c'est toujours. En plus, c'est un défi, le film d'époque. Tout est plus compliqué. Tout est plus cher, tout est plus compliqué. Et quand on y arrive, et là, on y est arrivé, mais vraiment de justesse avant le tournage. Et c'est une grande satisfaction quand enfin on voit à la fin, surtout qu'on a terminé le film 2 jours avant le Covid, enfin en tout cas avant le confinement. J'aurais dépassé même d'une journée, c'était fini, je pouvais plus, j'étais coincé. Et donc on a terminé, on a monté avec Catherine Schwartz pendant le confinement, donc elle m'envoyait des fichiers, je renvoyais des fichiers, on se parlait. Enfin, c'était quand même extrêmement compliqué. Et je pense que son talent est pour beaucoup dans la réussite de l'architecture du film. Et, et tout était plus compliqué. D'avoir fait un film en costume, d'avoir eu cette maladie, d'avoir eu ce contexte. Et quand c'est fini, c'est vrai qu'il y a une satisfaction de se dire bon, on n'a pas été au plus facile. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le plus facile, c'est de prendre un iPhone, comme je l'ai vu une fois quand j'étais dans un jury de festival, et de dire voilà, on tourne. Et puis on tourne aujourd'hui. Les voitures qui sont dans la rue, c'est les bonnes voitures. Les costumes sont les bons costumes. Et là, il y a un sentiment d'allègement. Mais le cinéma, il faut que ça soit cette expérience-là. Moi, j'ai le souvenir de ce génie de Visconti. Je suis désolé quand on revoit La mort à Venise, quand on voit n'importe quel Le Crépuscule des dieux, n'importe quel de ces films. Cette réinstallation dans le passé, c'est tellement magique, c'est tellement merveilleux. Et je me dis, j'espère que les jeunes ont envie de voir cette reconstitution. Je vais vous dire quelque chose d'assez définitif, et peut-être un peu trop définitif, mais je pense que l'expérience masculine à la tête de l'humanité est un échec. Et, et ce sentiment d'échec n'est pas du tout un phénomène je dirais, de mode, de complaisance avec des idées, mais pour avoir vécu la fin de la colonisation, par exemple, puisque je suis né dans un pays colonisé, pour avoir vécu la guerre de 14-18 à travers mon grand-père défiguré, pour avoir vécu 39-45 à travers mon père et mon oncle résistant, je pense que l'espèce menée par l'homme va vers sa destruction. C'est pour ça que je suis assez heureux et j'aimerais que ça s'amplifie, que le mouvement de retrait des hommes par rapport aux femmes s'amplifie à une seule condition, que les femmes n'essayent pas de ressembler aux hommes, ce qui est malheureusement un effet souvent d'ailleurs de la domination absolue de l'homme, c'est que quand les femmes, on les voit dans les boîtes, dans les entreprises, ça, et on se dit mais en fait elles ressemblent aux hommes parce qu'elles se sentent obligées de ressembler aux hommes pour réussir. Donc il faut que les femmes arrivent à réussir sans nous ressembler. Et ça, c'est un vrai défi. Et j'espère vivre assez longtemps pour le voir se réaliser. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui passent des mois, des années à faire des castings, comme on dit.
Et moi, je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe très rapidement. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, moi je ne la connaissais pas en fait. Je ne la connaissais pas, il se trouve que je n'avais pas vu ces films, c'est bon, à hasard malencontreux, mais... Et quelqu'un me dit, tu devrais voir Joséphine Japy pour Eugénie Grandet. Et je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai pas fait d'audition, parce que j'en fais quasiment jamais. J'en ai fait pour le film que j'avais fait en anglais, mais sinon, j'en fais pas. Je l'ai appelé, on a passé 3 4 heures ensemble, déjeuner compris, et puis j'ai dit c'est elle. Voilà, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Je ne l'ai pas mise en concurrence, j'ai regardé personne d'autre. Je sentais qu'il y avait quelque chose à la fois, effectivement, dans son physique, vous l'avez dit, et puis dans son niveau intellectuel, dans son intelligence. C'est une fille qui, à un moment, a arrêté sa carrière d'actrice pour faire des études de sciences politiques, elle est pas, c'est quelqu'un d'intéressant qui a une ouverture d'esprit. Et donc, je me suis dit, elle va forcément bien comprendre ce que je veux faire. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Et voilà comment je l'ai recruté, entre guillemets. Quand j'ai mis fin sur scénario, je savais que c'était lui. Ça, moi, je n'écris jamais. Alors, il y a un piège, c'est très souvent, j'en parle avec des plus jeunes, je leur dis, si vous écrivez un scénario pour un acteur, c'est pas bon, d'abord parce que l'acteur sera peut-être pas disponible au moment où vous ferez le film. Donc, du coup, vous allez être déstabilisé, vous allez vous dire, mais c'était lui, je voyais que lui, comment ça peut être quelqu'un d'autre. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec Gourbet, c'est que moi, on avait travaillé ensemble sur l'échange des princesses. Et dans ma tête, alors le scénario, pour des raisons, vous savez, toujours de bankable, machin, donc ça tourne un peu les uns les autres. Et moi, j'avais mon idée en tête et j'ai dit à mes associés, puisqu'on a produit ensemble le film, je leur ai dit, de toute façon, ça sera Gourmet. Mais si vous voulez faire un petit tour de piste, faites un tour de piste. Mais moi, je sais que ça sera Gourmet, bon, sauf s'il le refuse. Et finalement, je me souviens d'un moment assez cocasse, puisque je venais de déménager, j'étais en train de choisir un plancher, donc c'est assez prosaïque. Et je reçois un coup de fil d'un numéro que je ne connaissais pas et j'entends Allô, c'est Olivier, j'ai lu le scénario, il est hors de question que je ne fasse pas ce film. Et donc, je lui ai dit, bah, de toute façon, je te l'avais réservé. Donc voilà, c'est parti comme ça. Comme on a une relation très simple tous les deux. Et, et il est exactement ce qu'on attend de lui. Et il est effrayant dans ce personnage parce qu'il a pris toute la dimension. On a eu une discussion assez intéressante justement sur le côté incestuel. Il était un peu gêné par ce côté, mais je lui dis non, mais c'est pas de l'inceste sur le plan sexuel. C'est pas ça. Mais c'est une forme de domination, d'appropriation. Et on s'est bien mis d'accord là-dessus. Et ensuite, il a travaillé de son côté. Et travailler avec lui, évidemment, bon, c'est toujours facile de dire ça, mais c'est vrai. C'est une Rolls. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, il se trompe jamais, il est toujours là, il est toujours. Et il y a une puissance qui se dégage sur le plateau, déjà. Et cette puissance-là, on sait qu'elle sera à l'écran. C'est un peu une occasion manquée, c'est-à-dire que si Napoléon n'avait pas vendu la Louisiane, s'il n'y avait pas eu un certain nombre d'erreurs, aujourd'hui le monde entier parlerait français, ça serait la langue de référence et ça serait génial. Bon, malheureusement, voilà, il y a eu des surprises de l'histoire. Et donc la francophonie, malheureusement, elle s'est un peu... il y a une forme de rétractation qui tient aussi à la mondialisation et ce besoin d'une langue. Je crois que la mondialisation, qui est un phénomène que, dans bien des cas, je déteste, mais bon, il faudrait des heures et des heures pour en parler. Mais je crois que la mondialisation, la première chose qu'elle a faite, ça a été d'exiger une langue pour tout le monde.
Et donc, on entend baragouiner l'anglais un peu partout, où que ce soit. Et la francophonie, c'est évidemment, maintenant les lieux où on parle le français, c'est beaucoup plus réduit. Et ça demande d'autant plus de se battre pour que cette langue, qui est une langue absolument magnifique, il ne faut pas oublier que les gens oublient que 55%, et j'ai le chiffre exact, 55% des mots de l'anglais viennent du français. Donc, ils peuvent regarder dans le dictionnaire s'ils ont le temps. 55% des mots de l'anglais viennent du français. Donc, on a fortement contribué à cette langue maintenant internationale et universelle. Et c'est une langue magnifique, complexe, parfois un peu barbante parce qu'elle se crée des complexités artificielles. Je le vois quand j'écris, je me dis mais pourquoi faire ça finalement. Et c'est vrai que en termes de parité homme-femme, elle est très très injuste. Et je trouve tout à fait normal, moi, qu'on amende le dictionnaire largement pour sortir de cette espèce de domination, y compris dans la langue. Ce qui montre d'ailleurs, hein, ça revient à notre conversation de tout à l'heure, jusqu'où va la domination, c'est-à-dire qu'elle va jusque dans la langue. S'il y a hommes et femmes, on le met au masculin. Il y a des règles absolument débiles. Euh, et c'est vrai on a suivi ça pendant des siècles et des siècles en trouvant ça tout à fait normal. Donc ça, c'est très bien qu'aujourd'hui, on sorte de ça et que on rajeunisse cette langue. Et, et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste quand même de cette période, de mon point de vue, parce qu'en plus je travaille dessus en ce moment, dramatique qui a été mais vraiment dramatique qui a été la colonisation. Euh, il reste la langue. Ça, c'est quelque chose en tout cas, cette langue qui permet de communiquer avec ces pays anciennement colonisés, mais qu'on colonise toujours d'une certaine façon sur le plan économique, en profitant assez largement. En tout cas, c'est quand même un lien intéressant d'avoir cette langue que parlent encore beaucoup d'autres pays que la France et qu'on partage avec les Canadiens, même si c'est la portion congrue du Canada. Et moi, je suis assez fier de cette langue. Donc, je trouve que le cinéma francophone, ça va au-delà de la langue d'ailleurs. C'est plutôt aussi un état d'esprit. On sort un peu d'une normalisation. Moi, ce que je crains beaucoup là aujourd'hui avec ce qui se passe avec les plateformes et avec tout ce système qui est en train de devenir, c'est un peu cette normalisation anglo-saxonne qu'on vit. Et c'est pour ça que je pense qu'un cinéma francophone, ça va au-delà de l'idée de la langue, ça va vers quelque chose qui est aussi une certaine façon d'aborder la narration, une certaine façon de, de, de parler, mais de parler des choses qui ne soient pas une approche anglo-saxonne qui est très différente, parce que je connais bien les deux. Moi, j'ai vécu aussi dans un pays anglo-saxon, je sais ce que c'est. Et je trouve que ça, il faut vraiment qu'on garde cette identité-là.